Objectif vivant, on va parler des besoins à combler, que vous voulez combler quand vous êtes en couple. Pourquoi ça vous arrive à vous, l'épuisement amoureux? On va rentrer dans un vif du sujet. Et quels besoins voulez-vous combler quand vous êtes en couple? Savoir pourquoi cela vous arrive, ça va vous permettre d'anticiper, de prévenir les nouveaux épuisements et les nouveaux échecs amoureux ou ne pas aller jusqu'au point de non-retour. Quels besoins voulez-vous combler quand vous êtes en couple? Là, je vais vous faire part des besoins qui sont issus de la pyramide de Maslow, mais un peu de façon différente, qui ont été abordés par les conférenciers en développement personnel, ceux qui travaillent beaucoup sur la recette et de trouver l'âme sœur et la loi de l'attraction, si vous connaissez. Alors, c'est Roger Lannoy, c'est l'homologue de Tony Robbins ici en France. Et ça a été un des traducteurs de Tony Robbins. Il demande déjà, et il donne une recette pour trouver l'âme sœur et être en couple, et être bien en couple. Il demande déjà la première étape: est-ce vraiment un must pour vous? Est-ce vraiment, vous avez vraiment envie d'être en couple? Ou c'est juste une envie comme ça, pour faire comme tous les humains, pour être en couple et avoir une famille, mais vous vous êtes jamais posé la question, et est-ce vraiment un must? Ou c'est juste une envie comme ça? Et est-ce que vous êtes prêt à changer pour pouvoir être en couple et à bien vivre en couple? Parce que tous les êtres humains veulent le changement, mais tous ne sont pas prêts à changer. Donc, pour pouvoir changer, il faut être prêt à vouloir changer. La deuxième étape, c'est la phase de préparation. Elle nous dit qu'il faut se préparer mentalement à gagner. À gagner, c'est une victoire qu'on va aller gagner. Et la victoire, elle se fait toujours en amont. Pour pouvoir être en couple, on se prépare d'abord dans la tête. Ça nourrit et ça entretient le mental. On va prendre le temps de se poser, prendre vraiment le temps de la réflexion. Et on va se demander sur une échelle de 0 à 10, mais où j'en suis? Est-ce que je veux vraiment, quand je suis avec cette personne ou en couple, est-ce que c'est un 10 sur 10 parfait, ou c'est tout au compte fait un 1 ou 2? Voilà. Et c'est quoi pour vous rencontrer l'âme sœur, ou c'est juste quelqu'un pour garnir votre vie? Qu'est-ce que vous entendez par couple? Est-ce que c'est juste quelqu'un pour garnir votre vie et montrer que vous êtes socialement accepté parce que vous avez, tout compte fait, un pot de fleurs à côté de vous, et voilà. Et c'est quoi pour vous être en couple? Est-ce que c'est simplement pour garnir votre vie? Qu'est-ce que ça représente pour vous? On dit vraiment, clarity is power. La clarté, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, d'être clair dans votre tête. Vous ne pouvez pas être clair si vous voulez que l'autre soit clair avec vous, mais si vous n'êtes pas clair déjà vous avec vous-même, ça n'ira pas loin. Troisième chose, êtes-vous là pour apporter quelque chose dans la relation, ou êtes-vous uniquement là pour vous servir? Le secret de la vie, c'est de donner. The secret of life is giving. Est-ce que tu es là uniquement dans la relation pour prendre, ou es-tu là aussi bien pour donner? Parce que si tu es là uniquement pour prendre l'amour de l'autre, eh bien, ça ne va pas durer longtemps. Et ensuite, la question suivante, c'est: quel type de relation voulez-vous? Quel type de relation voulez-vous? Est-ce que c'est une relation passionnée? Est-ce que c'est une relation amour-passion? Est-ce que c'est une relation amour-frère et sœur? Est-ce que c'est une relation entre deux étrangers? Ou est-ce que c'est une relation pourrie, une relation de guerre? Il y a des personnes qui vont toujours et qui veulent une relation de guerre. Et la dernière chose, c'est: pourquoi voulez-vous rencontrer quelqu'un? Pourquoi voulez-vous être en couple? Et pourquoi voulez-vous continuer à être en couple, ou à continuer à ne pas être heureux en couple et à chuter vers le bas et ne pas arriver à faire le pas pour sortir d'un couple qui ne vous épanouit plus? Alors, il parle du premier besoin, je vais définir, c'est quels sont les besoins que tu cherches à combler. Alors, les 4 premiers besoins, 1, 2, 3, 4, là, qui sont à l'écran, c'est les besoins ce sont vraiment les besoins primaires, mais c'est surtout le 5 et le 6 qu'on va aller chercher pour une réussite. Alors, le besoin de sécurité, c'est la sécurité dans ce couple, c'est je ne veux pas être seule quand je rentre le soir, je veux la sécurité de partager des frais, je veux pas être tout seul dans une maison, je veux pas vivre seule, je veux pas être célibataire, je veux être avec quelqu'un, c'est un besoin de sécurité, partager les factures, etc. En deuxième, c'est le besoin de variété. C'est en fait, ça fait des années que je suis seule, ou voilà, je suis seule. C'est un peu embêtant d'être toujours seule. J'ai envie de partager des choses avec quelqu'un d'autre. C'est le besoin de variété. Le troisième, c'est le besoin d'être reconnu. C'est le besoin de signification.
Vous en avez marre d'être la 11e personne quand vous êtes invité. Vous en avez marre d'être la seule ou le seul tout seul. Et vous avez envie d'être reconnu en tant que couple et d'arriver en couple. La 4e, c'est le besoin de connexion. Si vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir échanger, parler, besoin de connexion, d'être connecté avec des amis, etc. Ça, c'est le 4e. C'est le besoin d'être connecté pour échanger avec d'autres personnes. Les 2 besoins supérieurs, c'est vraiment les 2 besoins supérieurs, hein, les besoins supérieurs pour pouvoir avancer. C'est combler en toi le besoin de croissance. C'est faire croître l'amour chez l'un et chez l'autre avec un plan, une vision à 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans et un long terme. C'est un besoin de construire quelque chose. Et le dernier besoin, c'est le besoin de contribuer à la vie d'une autre personne. Quelle valeur ajoutée voulez-vous ajouter dans la vie d'une autre personne? Le besoin de contribution. De qui voulez-vous embellir la vie? Alors on fait des grands pas en avant si on est dans les besoins de croissance et de contribution, on n'avance pas beaucoup si on est dans les besoins plus primaires, mais il y a des couples qui fonctionnent avec les besoins primaires et c'est ok. Et c'est ok. Je vais vous partager juste après là la pyramide de Maslow, hein, qui va jusqu'à la réalisation de soi. Ça c'est une production de la base de Maslow. On a des besoins de survie, de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance, d'estime, de réalisation. J'ai noté ici les 2 besoins de dépassement de soi et de contribution. Alors, je vais les détailler. Dans la vie, on a tous les besoins qui sont étudiés, même quand on est hospitalisé. On va regarder si la personne, quand elle est hospitalisée, si son besoin de survie est comblé. C'est-à-dire son besoin, et ici, besoin d'air, de sommeil, de protection contre la nature, de se reproduire, de reproduire l'espèce. Dans la vie privée, ça va être besoin de manger, boire, respirer, dormir, se chauffer, se reproduire, se vêtir. Dans la version professionnelle, c'est un peu différent. Ça, on en parle dans le burn-out professionnel. Mais ici, boire, manger, respirer, dormir, se chauffer, se reproduire, se vêtir. Beaucoup d'êtres humains obtiennent dans la vie une relative satisfaction dans ces 3 premiers niveaux de besoins. Dans les 3 premiers. Nous, on est dans le premier, là, c'est la survie. Un deuxième besoin, c'est la sécurité. Besoin d'organiser sa vie de manière à garantir sa survie. Dans le versant de la vie privée, on va avoir besoin d'accumuler, de privilégier sa stabilité. Par exemple, construire une maison, s'occuper de sa santé. Ça, c'est le versant de la vie privée dans le besoin de sécurité. C'est un deuxième besoin essentiel. Hein. On monte par tous les besoins. On monte par le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6, puis le 8, etc. Ensuite, on a un besoin de savoir que l'on compte pour les autres. Ça, c'est important. Les strokes, ce sont les remarques positives et négatives qui alimentent, qui est l'aliment premier pour satisfaire ce besoin. La reconnaissance des autres. Les reconnaissances, les remarques positives ou négatives des autres, ça permet d'avoir une appartenance. Même quand vous êtes dénigré dans un groupe, ça vous fait dire que vous êtes là, vous n'êtes pas ignoré. Le versant de la vie, c'est sentir une dépendance, obtenir un statut social, s'intégrer à un groupe, connaître l'information et pouvoir s'exprimer et partager. Donc là, je vous montre ici que c'est sentir une dépendance, une saine dépendance, une saine codépendance dans la relation. Ça, c'est ce que décrit Benjamin Lubzinski. Une saine codépendance. Parce que être complètement dépendant de l'autre et rien pouvoir faire et être complètement dans une jalousie qui crée donc cette dépendance affective, c'est impossible. Ça étouffe l'autre. Ça, c'est plus de l'appartenance. C'est plus de l'appartenance. C'est la volonté de contrôle, de maîtrise de l'autre. C'est une dépendance. Ensuite, on a le besoin de reconnaissance, d'estime, besoin de recevoir de certaines personnes de son entourage des signes de reconnaissance positifs. Donc, on aura besoin d'être reconnu, apprécié, de parler, de sortir du lot, de s'affranchir et d'avoir de l'indépendance. Ça, c'est le besoin d'estime et de reconnaissance. L'estime de soi et d'être reconnu. Ensuite, on a le besoin de la réalisation de soi. On a besoin de s'épanouir, de méditer, d'approfondir sa culture et de se développer personnellement. On a besoin de s'épanouir, méditer, approfondir sa culture et se développer personnellement. Ça, c'est déjà les besoins. Le 5e niveau, c'est une partie très, très réduite des humains qui arrivent à ça, hein, au développement personnel et à se développer, à s'épanouir. Là, si vous êtes présent ici dans cette masterclass, c'est que vous avez une volonté de développement personnel, hein, déjà. Ça, c'est très important de le noter. Le besoin d'affirmer d'une manière personnelle son caractère unique. On n'est plus maintenant
dans ces niveaux-là de réalisation de soi, on n'est pas la copie conforme d'un autre. On ne veut pas être seulement caché derrière quelqu'un d'autre. Non, on est vraiment soi parce qu'on est unique. Chaque personne est unique et a le droit d'être unique. Voilà, dans ces besoins de couple, c'est important. Avec 2 niveaux au-dessus, c'est le besoin de croissance et de contribution, donc, que j'ai détaillé, c'est d'ajouter une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un d'autre. Quel besoin, on va passer maintenant à cette étape suivante, ces questions, c'est quel besoin voulez-vous combler? Un couple, ce n'est pas seulement prendre, c'est aussi donner. C'est surtout donner et c'est pas seulement prendre. Parce qu'on dit, je veux qu'elle m'aime, je veux qu'elle m'aime, ou je veux qu'il m'aime, je veux qu'il m'aime, mais vous, est-ce que vous l'aimez? Vraiment, sincèrement, inconditionnellement, ou respectueusement. Être en couple, c'est réussir à donner à votre conjoint, à votre conjointe, ce que vous aimeriez qu'il ou qu'elle vous donne. Exemple, si vous voulez que l'autre personne s'intéresse à votre travail, mais prenez le temps de vous intéresser à sa journée. Ça, c'est un exemple. Si vous avez envie, je remets la vidéo, elle était partie, à votre journée. Si vous ne vous engagez qu'à moitié, vous n'aurez que la moitié des récompenses. C'est-à-dire que si vous ne vous engagez qu'à moitié dans un couple, ou si vous êtes distant, ou si vous êtes ailleurs, dans la trahison ou dans le mensonge, vous attendez pas à ce que la personne, elle soit 100% d'accord. Dans un couple, on se donne à 100%, c'est les deux à 100%. Souvent, on entend par erreur, un couple, c'est 50-50. Non, non, non. C'est 100 et 100%. Si une personne du couple, elle est engagée qu'à 50%, elle va recevoir qu'à 50% et tout juste. Et si l'autre en face, elle s'engage qu'à 50% pour le couple, c'est pareil. Il faut s'engager à 100%, les deux à 100%, pour construire un couple et qui réussisse le couple. On continue. Alors, êtes-vous prêt à être en couple? À nouveau en couple? Ah, ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on est face aussi à des facteurs qui nous conduisent aux échecs, au auto-sabotage et aux limitations. Et quels sont ces facteurs qui nous conduisent aux échecs, aux autosabotages, aux limitations dans les couples? Eh ben, c'est qu'on n'a pas compris le besoin de connexion. On n'a pas pris en compte une chose très importante, c'est la notion de personnalité de chaque personne, de comprendre et se comprendre. Et de comprendre, alors je sors ma fiche, de comprendre le côté introverti et extraverti, qui on est. En fait, souvent, on ne se connaît pas du tout et on va se perdre dans la relation parce qu'on va être complètement un fantôme de la relation. On ne va pas s'affirmer. La personne qui est introvertie, je vais la détailler parce qu'elle a des préférences comportementales et elle a des besoins différents de la personne qui est plutôt extravertie. Les besoins d'une personne introvertie, c'est de réfléchir, de penser, d'approfondir. Elle a besoin de routine, d'un cadre connu, elle a besoin de calme et elle privilégie les activités simples. La personne extravertie, elle va plutôt avoir besoin d'interagir avec d'autres, de partager, de tester. Elle a besoin de surprises, de changements, de mouvements et elle aime les grands projets. Dans son énergie, la personne introvertie, elle va puiser son énergie à l'intérieur. Elle se ressource dans le calme. Elle se décharge avec les sollicitations. Et la personne plutôt extravertie, elle va puiser son énergie à l'extérieur. Elle va se ressourcer avec des activités et se décharger dans la solitude. Ensuite, face au stress, la personne introvertie va s'apaiser grâce au silence et se retire dans le monde. Elle se retire du monde pour faire face. Elle se vide de son énergie avec l'imprévu. Par contre, une personne extravertie, elle s'apaise grâce au mouvement, se connecte au monde pour faire face et être stimulée par l'imprévu. Vous voyez, il y a déjà face au stress, il y a déjà différentes choses. Ensuite, dans les relations de couple, quand on ne comprend pas qu'une personne est introvertie et l'autre est extravertie, on n'est jamais totalement introverti ou extraverti. Il y a des caractères très précis que je détaille encore dans d'autres formations. Et il y a le côté ambiversion, c'est-à-dire qu'on est un mélange, un savant mélange entre l'introversion et l'extraversion. Qu'il est important aussi de travailler et de comprendre, c'est que l'autre dans un couple n'est pas un ennemi. Cependant, dans un couple, certains couples qui vont vraiment partir au chaos, c'est quand la personne en face veut contrôler jusqu'à étouffer l'autre. C'est aussi quand la personne va partir dans la fuite vers des dépendances.
et va mentir et va cacher les problématiques au conjoint. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de relation de confiance, et dès lors qu'il n'y a plus de relation de confiance, on verra après dans les triangles amoureux qu'est-ce qui est important. Et le problème, c'est pas tant de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ressent l'autre, mais c'est surtout comment moi je me sens dans un couple et comment je peux faire pour aller bien dans le couple. Et on va aussi travailler sur son identité. Qui je suis. Alors l'identité, c'est très important, c'est qui je suis. Je suis par exemple, je suis, et qu'est-ce que vous mettez derrière je suis? Souvent, il y a des problèmes dans l'identité parce que les personnes, déjà dans leur identité, se définissent par leur travail. Je suis coiffeur, je suis dentiste, je suis architecte, je suis, par exemple comme moi, manip radio. Voilà, se définissent par leur identité. On ne se définit pas par une fonction. On est par exemple dynamique, souriant, à l'écoute, attentif, engagé, digne de confiance. On est, voilà, ça, ce sont toutes les qualités que vous mettez derrière votre identité. Ça, c'est très, très important d'avoir une identité construite. C'est ce qu'on travaille en coaching, hein, c'est d'avoir des belles identités construites pour ne pas être pas avoir peur du rejet. Dans les facteurs d'auto-sabotage aussi, qui conduisent aux échecs, c'est de ne pas connaître son pourquoi. Pourquoi on veut être en couple? Alors cet exercice, ça je vous le propose, c'est un exercice très très facile. On va écrire d'abord pourquoi on veut être en couple et on va noter la réponse. Et suite à la réponse, on va dire pourquoi. Par exemple, je veux être en couple pour pas être seule. D'accord? Et on va écrire le suivant pourquoi. Pourquoi on veut pas être seul? On va marquer pourquoi. Et on va faire jusqu'à 5 pourquoi. Et il y aura le vrai pourquoi on veut être dans ce couple. Le vrai pourquoi on veut être dans ce couple. Et ça va être votre vrai pourquoi. Est-ce que c'est pour être heureux ensemble? Est-ce que c'est pour partager? Est-ce que c'est pour découvrir? Est-ce que c'est pour voyager? Ou c'est simplement pour avoir quelqu'un à la maison, une présence? Être comme tout le monde et avoir juste une présence qui sera là pour prendre soin de vous. Votre conjoint n'est pas votre soignant. Votre conjoint est une identité à part entière et vous le mènerez en voulant être votre sauveur dans une relation toxique, puisque vous voulez jouer une victime par exemple. Et ça, vous deviendrez des persécuteurs dans ces cas-là. Et donc, bien sûr, chaque personne a des qualités et des défauts. Chaque personne, je vois dans le chat que c'est noté que chaque personne a des qualités et des défauts. Oui, bah oui, c'est le propre de tout le monde, bien sûr. c'est ok. Comment on fait alors? Bien, on développe et on cultive ses qualités. Si on est toujours orienté sur ses défauts, eh bien, on va bassiner les oreilles à son conjoint qu'avec ses défauts. Sauf que si on cultive ses qualités, on apportera déjà dans la relation quelque chose de qualité. Alors, il y a des personnes qui n'acceptent pas les ruptures, ça c'est ok, parce qu'elles veulent forcément que l'autre soit leur chose. Mais l'autre n'est pas leur chose. Elles doivent pouvoir accepter que le désir s'arrête, les sentiments s'arrêtent. Alors je l'ai marqué là avec humour, mais bienvenue dans le monde réel. On n'est pas dans les rêves de contes de fées. C'est beau les contes de fées, mais on n'est pas des fées, à moins qu'on soit des fées du logis, des fées ceci, des fées cela, des fées pas ci, des fées pas ça, mais sinon des fées, on n'est pas dans un conte de fées. C'est beau dans les livres, c'est beau dans les livres d'histoire, et ils vécurent heureux, et beaucoup d'enfants, et vécurent ensemble toute leur vie. Oui, il y a des couples qui réussissent ça, et bravo. Il y a des couples qui échouent parce qu'au départ, c'était déjà presque voué à l'échec. C'était des amours peurs, des amours mal construits. C'est triste, mais c'est ainsi. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, pour se reconstruire et repartir sur de bonnes bases avec d'autres conjoints, bien sûr, parce que la vie, c'est pas forcément juste pour rester seul, ou pour accepter aussi que sa relation peut devenir une relation simplement d'amitié, mais plus d'amour, passion. On le verra juste après avec Steinberg.